Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Voilà, pour parler de, on l'avait teasé la dernière fois, pour parler de The Town de Ben Affleck. De et avec Ben Affleck. Voilà. On se dit Ben Affleck, ça manque, Astéroïdes. Voilà. En même temps, il a fait un vrai polar, un vrai film d'action. En tout cas, il y a 3 scènes d'action impressionnantes dans le film. Donc voilà. Et puis comme je sais que t'aimes beaucoup le film, beaucoup en effet, ouais. On s'est lancé dans cette entreprise. Et j'ai revu le film pour la première fois depuis 13 ans. Depuis la salle, donc. Ouais, c'est-à-dire je l'avais vu en projection de presse à l'époque. J'ai trouvé ça tout à fait sympathique. Je l'ai revu là, j'ai trouvé ça un peu moins sympathique, mais on va en parler. Disons que je me suis rappelé pourquoi je l'ai pas forcément revu, en fait. Et surtout, finalement, avec le recul, peut-être j'ai un petit peu surestimé certaines choses à l'époque. Mais bon, après, ça reste quand même un film recommandable, hein, dans l'absolu. C'est un film tout à fait regardable. Et on va parler ensemble. Alors, est-ce qu'on pitch d'abord The Town ou... C'est compliqué à pitcher The Town, non, c'est pas facile. Moi, je veux bien que tu pitches, hein, pour une fois, ça nous changera. Ah ouais, ça nous changera. Bah, The Town, c'est quoi? C'est l'histoire... Mais je me rappelle même pas de son nom dans le film, alors que je l'ai revu il y a pas longtemps, là. Doug Macrae, voilà. C'est l'histoire de Doug Macrae, un braqueur de banque qui braque des banques, on va dire, entre guillemets, en famille. C'est-à-dire, il a une équipe pour braquer ces banques-là, qui s'entiche d'une directrice de banque qu'il avait pris en otage. Enfin, c'est pas lui en l'occurrence, c'est son comparse qui est interprété par Jeremy Renner, qui l'avait pris en otage. Il s'entiche d'elle, la suit, tombe amoureux, ne se présente pas forcément au départ comme évidemment le braqueur qui est un peu traumatisé, puisqu'elle est traumatisée, et pendant ce temps il est poursuivi par le FBI, et notamment par John Hamm. Donc pareil, je n'ai pas son nom dans le film. En général, c'est vous qui pitchez les films, quoi. Il est poursuivi par John Hamm, et du coup, en gros, les taux se resserrent. Ça se passe à Boston, hein, c'est aussi ça, c'est un des éléments importants du film. Les taux se resserrent autour de lui, autour de son équipe, au moment où en fait, ils doivent faire un autre braquage. Voilà. Et en même temps, ça c'est un peu plus périphérique. Il en apprend un petit peu plus sur sa mère qu'il a quitté qu'il a abandonné quand il avait lui 5-6 ans à l'époque, quoi. Voilà. C'est périphérique, mais c'est important dans l'écriture, je pense, du film. Et voilà, on va en parler. Alors, Monsieur Charpentier, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Voilà. Alors, déjà pour moi, il y a quelque chose au-delà du film lui-même, il y a son réalisateur, il y a Ben Affleck. Ben Affleck, pour moi, c'est vraiment son passage à la réalisation, c'est l'histoire d'une renaissance. Ben Affleck, c'est l'acteur de Daredevil, quoi. Ben Affleck, c'est l'acteur de Piège fatal. Ben Affleck, c'est l'acteur de Amour trouble. Bref, Ben Affleck, on avait une... Moi, je suis sûr que t'aimes bien La somme de toutes les peurs. J'aime beaucoup La somme de toutes les peurs. J'en étais sûr. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est des années 90, mais non, en fait, puisque c'est sorti 2002. en 2002, mais ça ressemble quand même aux années 90. Mais en tout cas, Ben Affleck, c'était un acteur pour le moins compliqué, avec une carrière pour le moins compliquée, puisqu'il jouait pas forcément très bien dans des films qui étaient pas forcément très bons. Et puis du coup, en fait, je pense que la plupart... il a explosé très très jeune, hein, aux alentours de 26-27 ans, en gagnant l'Oscar du meilleur scénario pour Will Hunting avec Matt Damon. Puis ensuite, ça fait partie de ces acteurs où Hollywood, dès qu'ils repèrent un jeune premier, ils veulent absolument faire une star. Et une star, ça veut dire qu'il y a quand même, mine de rien, un certain type. Tu sais, on avait dit la dernière fois que j'aimais bien quand Chris Pine jouait l'école bleue. J'aime bien quand Jeremy Renner joue l'école bleue parce que je trouve qu'ils ont la gueule à faire ça. Et pourtant, ils essayent quand même d'en faire des jeunes premiers. Et Ben Affleck, il avait de gueule de jeune premier, donc ils en ont fait un jeune premier. Il était Moi, je trouve qu'il a une tête de présentateur télé. Il était un peu falot. Il est un peu falot. Il manquait un peu de charisme. Et puis déjà, il a vieilli. Donc en général, quand tu vieillis, tu prends un peu de la gueule. Et lui, il a vraiment pris de la gueule pour le coup. Et puis, il a décidé de se mettre à la mise en scène. Et moi, je trouve que c'est la meilleure décision qu'il ait prise de sa carrière. Parce que son premier film, c'est pas The Town, hein, c'est Gone Baby Gone, dans lequel il n'apparaît pas. Et ça a été un réalisateur... Et il n'apparaît pas de manière volontaire. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment mis en retrait. Oui. Parce que, en gros, à cette époque-là, il faut aussi dire qu'il était surmédiatisé, quelques années auparavant. C'était sa première histoire avec Jennifer Lopez. Exactement. On les surnommait affectueusement Bennifer. Bennifer, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que, en gros, la surmédiatisation l'a poussé à être détesté par le grand public.
Faut dire que, effectivement, comme tu l'as pointé du doigt, la qualité des films n'aidait pas. Donc, bon, en gros, pour se dire qu'un film comme Gone Baby Gone ne ressemble pas à, je sais pas moi, Famille Allouée, effectivement Amour Trouble, le fameux Gigli, en fait, qui avait eu... que j'ai honnêtement jamais vu, hein. J'ai juste entendu parler. Je l'ai vu. Et tous ces films-là, en fait, il s'est dit, je vais pas apparaître dedans, je vais foutre mon frangin dans Gone Baby Gone, qui est une adaptation de Dennis Lehane, hein, d'un roman de Dennis Lehane, qui se passe aussi à Boston. Et effectivement, après, il s'est lancé sur The Town. Et effectivement, ce que je trouvais intéressant, c'est que Ben Affleck, puisqu'il a gagné l'Oscar du meilleur scénario, c'était pas un cinéaste gagné, c'était un scénariste gagné. Qu'on aime ou pas Will Hunting, on a le droit de trouver que c'est nul, etc. C'est plutôt bien construit. Un scénario, au final, c'est une construction. Et c'est plutôt bien construit, Will Hunting. Et quand il a fait Gone Baby Gone, il s'est dit, en fait, je vais effectivement me baser sur un roman. Parce que comme ça, j'ai déjà un terreau qui a déjà prouvé sa valeur. Dennis Lehane, c'est pas un manchot, hein, il est très très bon ce gars. Si vous en avez jamais lu, je vous conseille de lire du Dennis Lehane, particulièrement les histoires de ces deux détectives privés qu'on voit dans Gone Baby Gone, qui sont Patrick et Angie, j'ai oublié leur nom de famille. Et si vous êtes anglophone, je vous conseille de les lire plutôt en anglais parce qu'il a vraiment une patte. C'est pas très très dur à lire en anglais, mais il a vraiment. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas forcément lu Mystic River. C'est aussi Dennis Clint, en fait, c'est adapté. Donc voilà, normalement, vous connaissez même de loin, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que la plupart de ces films, en fait, sont des adaptations de romans parce qu'il prend une base pour être sûr ensuite d'être, je dirais, le meilleur conteur possible. C'est pas un très grand formaliste et je pense que c'est sans doute les choses sur lesquelles tu voudras revenir plus tard dans le podcast. Mais je trouve que c'est un conteur. Il sait raconter, il sait prioriser son information comme il faut pour que il sait mettre ce qu'il faut dans ses personnages pour qu'on les comprenne. Et donc du coup, moi je prends énormément de plaisir à voir ces constructions là qui donnent des films que je trouve, en tout cas pour ces trois premiers, vraiment passionnants. Donc les trois premiers, c'est donc Gone Baby Gone, The Town et Argo. Ok, qui pour le coup, il a eu l'Oscar du meilleur film à l'époque et ça sorti en 2012. Alors, c'est l'histoire d'une renaissance, comme tu l'as dit. Moi, je serais un petit peu plus, spécifique là-dessus. C'est-à-dire que l'avantage, en fait, d'avoir justement gagné le scénario du meilleur scénariste à l'époque de Will Hunting, avant d'aller faire du Armageddon, avant d'aller faire du Pearl Harbor, avant d'aller se retrouver dans la somme de toutes les peurs, avant de faire tous ces films-là, en fait, tous ces trucs de stars, un peu, où il essayait de faire le proto Tom Cruise, période Top Gun, tout ça, etc., etc. En vrai, c'est un avantage parce que ça teinte un minimum son aura. C'est-à-dire que quand il revient avec un film comme Gone Baby Gone ou comme The Town, il peut se le permettre parce qu'il a justement cette aura d'Oscar, de personnes oscarisées pour un scénario. Toutefois, moi j'ai le sentiment, et c'est un peu le truc, c'est un peu l'impression que m'avait donné The Gone Baby Gone et un peu The Town, mais un peu moins à la revoyure. Vraiment à l'époque, c'était clairement le cas. C'est que, en fait, ne prenons pas de risques. C'est un film qui est proprement fait, proprement raconté, comme tu le dis, mais qui ne prend vraiment pas de risques, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il reste dans les rails du bon goût. C'est-à-dire de qu'est-ce qui est bien perçu, oscarisable, en tout cas que la critique peut dire ouais, putain, c'est le Ben Affleck de Gigli qui a fait ça, incroyable, tu vois, je veux dire, on n'en revenait pas. Et du coup, je trouve qu'en tant que réalisateur, justement, c'est pas forcément l'aspect formaliste qui me pose problème dans son film, même si je trouve qu'il y a des vrais problèmes de raccord de mise en scène dans le film, quoi. Des trucs en fait où il pète la règle des 180, mais alors comme un porc, quoi. Et bon, c'est quelques moments, il y en a dans tous les films, dans ce genre de trucs, mais là c'est vrai que c'est un peu flagrant, quoi. Il y a notamment cette scène où il se confronte avec Jeremy Renner à un moment donné dans la rue, là, ils se mettent des nions sur la gueule et il l'assomme, il le fout par terre. La scène, elle est faite, c'est n'importe quoi, le montage de cette scène, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est pas tellement, en fait, pour moi, c'est pas tellement ça le problème, c'est vraiment la non-prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un film, en fait, qui ne revient jamais, dans la bouche de Ben Affleck au moment où il faisait la promotion du film, qui m'a vraiment beaucoup surpris. C'est quand même le hit de Michael Mann. C'est-à-dire que, en gros, je veux dire, plus sous influence que hit de Michael Mann, je vois pas, en fait, quand je regarde un film comme The Town, quoi. Et du coup, je me dis, bon,
pour le coup, Hit, c'est un film qui prenait vraiment beaucoup de risques et qui, 15 ans après sa sortie, donc en l'occurrence à l'époque de la sortie de The Town, était pour le coup définitivement considéré comme un classique, ce qui n'était pas forcément le cas quand il est sorti d'ailleurs, et c'est d'ailleurs même, moi je me rappelle une grosse déception pour les gens, parce que les mecs disaient ah ouais, alors mais c'est ça la rencontre entre Pacino et De Niro, on les voyait quasiment jamais dans le même plan, il y a que des chants contre chants, c'est quoi ce bordel, etc. etc. Aujourd'hui, plus personne ne revient sur ce qui était l'argument de vente, on va dire, du film. Et je pense que la borne, elle se situe là, et effectivement, je vais pas jeter la pierre à Ben Affleck là-dessus, c'est très difficile. Un, quand t'as pas le budget de Hit. Deux, quand t'as pas forcément non plus le talent de Michael Mann, parce que Michael Mann il est très très haut, quoi, d'arriver à ce niveau-là. Toutefois, je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas du tout nommé le film, puisque Alors, c'est quand même. Pour l'anecdote, le film contient une version longue. Ouais. Et dans la version longue, il y a un moment où Doug Macrae est devant sa télé et il regarde Hit. Ah d'accord. Et dans le commentaire audio, Ben Affleck dit ouvertement j'étais un peu obligé de rendre hommage au maître, donc je ferme ma gueule, alors je dis rien, c'est dans la version longue. La version qui existe en Blu-ray, hein, puisque tu nous as ramené ton petit Blu-ray, qui n'est pas sur le 4K. Parce que voilà, le film est ressorti en 4K, et effectivement c'est une version qui contient 25 minutes de plus. C'est ça. Alors, bon, en ayant dit ça, il y a quand même, pas mal de choses intéressantes dans The Town, mine de rien, quoi. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce que tu considères être un risque, que je comprends mieux ce que tu entends par un film qui ne prend pas de risque? Bah, en fait, disons que je pense que quand t'es réalisateur, si tu veux, tu essayes de, t'essayes de raconter ton histoire de manière un tout petit peu différente, en fait, que ton prochain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, que les autres films que t'as vus, etc., etc. Surtout quelqu'un, encore une fois, qui avait, en fait, pour le coup, la volonté d'essayer de relancer sa carrière, c'est-à-dire de se réinventer, quoi. Et je trouve que, justement, il s'inscrit dans des rails. C'est-à-dire qu'il fait, encore une fois, des versions plus petites, tu vois, des autres films, quoi. Ce Gone Baby Gone, certes, c'est la même source de matériaux, mais c'est une version plus petite de Mystic River, quoi. C'est-à-dire, je parle vraiment en termes d'approche et de la façon dont c'est abordé. Pour le coup, autant je peux comprendre que The Town est une vraiment plus petite version de Hit. Ça, je l'entends. Par contre, sur Gone Baby Gone, je suis un peu plus surpris parce que c'est la même thématique, mais c'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout le même ton. Ah, moi aussi, je pense qu'il y a un côté mortifère qui est similaire. Après, encore une fois, je veux dire, pour moi, le truc, t'as quand même, de ce que je me souviens de Gone Baby Gone, t'as quand même des moments. Alors, encore une fois, c'est la même source, c'est le même auteur qui est derrière, donc c'est encore une fois difficile de pointer du doigt. Mais Dennis Lehane, faut savoir que quand il était avant d'être écrivain connu, il a travaillé dans un refuge pour enfants. Et donc toutes les horreurs qu'il a pu voir d'enfants battus, d'enfants qui ont été cassés parce qu'ils ont vécu, forcément ça abreuve de façon quasiment systématique son œuvre. Bien sûr, voilà. Donc le truc, c'est que t'as cette notion-là que tu reconnais, si tu veux, et il y a ce truc en fait de pas dépasser. C'est-à-dire jamais dépasser vraiment des cadres en fait, à mon avis, limités. C'est-à-dire que je pense qu'un mec comme Ben Affleck s'en est pris plein la gueule en fait avec, avec les médias, tu vois, les critiques. Et je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a essayé d'être une star, c'est qu'il a été d'ailleurs à une époque, voilà. À mon avis, il a analysé ça. C'est-à-dire, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui plaît au public, et du coup je trouve qu'il y a un petit truc calculé, moi, à mon sens, dans ses films à lui, tu vois. J'ai pas vu son film de gangster, Live by Night, aussi inspiré de c'est vrai, ouais. Je l'ai pas vu, il paraît en fait, moi les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était très bien. Voilà. Alors moi pour le coup, vraiment j'adore les trois premiers. Live by Night, c'est celui qui m'a le plus déçu, et son tout dernier qui vient d'arriver, il y a quelques Alors j'ai pas vu R, ça j'ai pas vu non plus. R, c'est pareil, c'est très bien raconté, mais alors moi j'ai eu un vrai problème pour le coup de forme, c'est que je trouve que le film ressemble à un téléfilm dans sa lumière, dans son. Alors c'est peut-être l'encodage Prime Video qui fait ça, parce qu'on sait que parfois quand tu foires ton encodage, ta lumière qui était belle, elle est moche. Genre en ce moment là il y a. Tu veux dire que Foubar en fait dont on a passé des heures à chier dessus là. Non mais tu vois, je suis tombé sur Avatar qui passe Avatar 2 qui passe en ce moment sur Canal. Bon, l'encodage il est un peu léger, l'image est pas très belle, alors que le film on sait qu'il est sensationnellement beau, quoi. Donc c'est pour ça que je mets. Mais oui, Live by Night, moi je trouvais qu'il était un peu passé à côté du sujet, mais bon, c'est une autre discussion. Écoute, j'ai pas vu. Donc le truc, c'est que pour moi, en fait, il y a un truc de pas sortir des clous. C'est-à-dire, en fait, en gros, de faire. Tu vois, par exemple, moi, les petits trucs que j'aime, moi, dans The Town, c'est. On va dire le moment où ils mettent le masque de nonne. Où tu te dis là, tiens,
il y a un truc un peu plus, comment t'appelles ça, tu vois, risqué, et il va, même si c'est très subtil et ça va pas très très loin, il va tenter un petit peu d'humour parce qu'il sait que ça pourrait être ridicule. C'est ce genre de petits détails là où je me dis, moi j'aime bien quand les films ils ripent un peu, en fait, quand les mecs essayent des trucs et en fait ils se cassent la gueule. Ils peuvent se casser la gueule, mais au moins ils ont essayé, tu vois. Là, j'ai un sentiment qu'en fait, que par rapport à ces références, et ce soit d'ailleurs dans les 3 premiers films, hein, il y a rien qui ripe. C'est-à-dire que Argo, c'est un film qui se passe dans les années 70, mais en fait sa coupe elle est millimétrée pour être une coupe des années 2000, tu vois, 2010, mais qui évoque les coupes des années 70 pour moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une coupe des années 70 ridicule comme ça pouvait l'être à l'époque. C'est-à-dire, voilà, il est là pour moi, en fait, on va dire, le truc de Ben Affleck, c'est que c'est quelqu'un qui a décidé de contrôler son image, y compris en tant que réalisateur, et du coup, en fait, de rester dans les clous. Et à la limite, Live by Night, j'aurais bien aimé, comment dire, enfin, il faudrait que je le regarde un jour, parce que, disons que apparemment, c'est quand même budget limité, cette fois, enfin, illimité, on se comprend. C'est un gros budget, il y a de l'argent. C'est un très gros budget, et surtout, en fait, c'est post-Oscar. Donc d'un seul coup, il peut avoir cette espèce de truc de se dire hey, je suis un grand réalisateur, donc si tu veux, je vais vous montrer que je suis un grand réalisateur. Et c'est peut-être dans ces moments-là où quand les mecs se lâchent, tu vois, que d'un seul coup, tu te dis bon bah là il y a comment dire, voilà, là il y a du contrôle, il y a quelque chose de très très comment dire retenu, qui pour moi en fait du coup n'emporte pas l'adhésion en termes d'émotion. Malgré le fait qu'il y ait très bons acteurs dans le film, hein, qui soutiennent Ben Affleck, parce que alors ça c'est l'autre problème pour moi, en fait, c'est que Ben Affleck, c'est toujours Ben Affleck. Je sais que pour toi, il a changé d'aura, mais pour moi, oui, littéralement. Pour moi, ça reste Ben Affleck, c'est-à-dire, mais contrôlé, hein, tu vois. Je veux dire, on parlait d'Arnold la dernière fois. T'as pas mal de gens qui disaient ouais, sur Maggie, il joue très bien. Non, tu enlèves les moments, en fait, si tu veux, où il fait des punchlines, où il fait machin. Là, c'est la même chose. En fait, oui, c'est là où on est en train de trouver le point commun entre Arnold Schwarzenegger et Ben Affleck. Ils ont ce point commun qui est, pour reprendre une expression copyrightée par Stéphane M de Paris, c'est pas Laurence Olivier. Voilà. Mais globalement, l'un comme l'autre, en fait, ils ont fini par trouver le secteur où ils sont bons. Et donc, du coup, ils savent en jouer, ils savent jouer avec les périmètres de ce truc-là. Et c'est vrai que c'est contrôlé, mais alors je parle pas d'Affleck acteur, mais là, je vais repartir sur Affleck réalisateur. Oui, je pense que c'est contrôlé aussi, mais c'est parce qu'il se dit là, c'est ma zone, ce qu'on définit aujourd'hui, particulièrement dans les cultures d'entreprise comme un défaut, qui est dans sa zone de confort. Moi, j'ai envie de dire, la zone de confort, c'est aussi ce que tu sais faire. Et c'est pas si facile que ça de rester dans cette zone et de toujours à la distinction que en fait à l'époque le succès de Gone Baby Gone est très confidentiel, hein, il faut le dire. Ça, c'est un vrai succès The Town, c'est-à-dire que c'est un film qui a coûté pas, c'est un film du milieu, c'est un truc qui n'existe plus, hein, tu vois, c'est-à-dire vraiment en gros aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas en salle, mais à l'époque, c'est un film qui a coûté 37 millions de dollars. C'est pas énorme, hein, c'est plutôt voilà, avec quand même quelques vedettes. C'est-à-dire, t'as quand même, en tout cas, vedette naissante. T'avais, à l'époque, hein, t'avais John Hamm. T'avais des superstars de la télé, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. T'avais John Hamm qui était dans Mad Men. T'avais, comment elle s'appelle, Gossip Girl. Blake Lively de Gossip Girl. Qui est, pour moi, je trouve, pour le coup, la prise de risque du film. C'est-à-dire en termes de casting. Jeremy Renner qui venait de sortir de Hurt Locker, quoi. Le film venait d'avoir l'Oscar. Il n'était pas encore chez Marvel. Donc voilà, en fait, t'as quand même Pete Postlethwaite dans un de ses derniers rôles, que moi, un acteur que j'aime beaucoup, quoi. Comment ne pas aimer ce bon vieux Pete ? Voilà, qui est mort d'un cancer très peu de temps après, quoi, et assez jeune finalement, hein, puisqu'il a 64 ans. Donc, faut le rappeler parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il a toujours été vieux, le mec, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 40 balais ou 45 ans dans comment ça s'appelle, Au nom du père, quoi. Mais donc voilà, donc t'as tout un tas de tu vois, il a su s'entourer, si tu veux. Il a su, prendre un matériau de base, tu vois, où il le dit lui-même, hein, si je dis pas de bêtises, quand il a pas été vraiment question d'adapter Chuck Hogan, puisque c'est lui qui l'a fait lui-même. Et en gros, sur la première version du scénario, et ce que Ben Affleck a fait, c'est finalement prendre quelques éléments du film et en fait se les réapproprier un tout petit peu pour les tailler à sa personnalité, quoi. La question, c'est vraiment quelle est la personnalité de Ben Affleck ? Est-ce que le Ben Affleck, c'est le Ben Affleck de Pearl Harbor, tu vois ?
ou de, tu vois, j'ai envie de dire Daredevil, etc., puisque c'est un peu l'image qu'il avait en fait à cette époque-là. Toi qui voulais quelqu'un qui prenait des risques et qui part en saucisse, t'as eu Daredevil, hein. Non, ouais, mais ça c'est même pas des risques, c'est carrément c'est de l'ego de star mal digéré, quoi. C'est de la cocaïne mal digéré à ce niveau-là de la compétition. Exactement. Non mais voilà, tu m'enlèves ça, j'en sais rien, peut-être, mais peut-être pas. Mais tu vois, le truc en tout cas, c'est que voilà, on est un peu dans cette logique-là, effectivement. Et le truc en fait, si tu veux, c'est que là, du coup, en gros, si tu veux, la question de savoir si Ben Affleck était capable de faire The Town, elle était pas forcément évidente, hein. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu la bande-annonce de The Town la première fois, j'ai fait ah ouais. Tiens. Ah mais pour moi ça fait aussi parce que comme tu l'as dit, Gone Baby Gone c'est un petit film. C'est confidentiel. C'est confidentiel et c'est aussi un petit budget. C'est un film entre guillemets humble où il y a pas d'effets, où il y a pas de séquences d'action. C'est vraiment un polar parce que ça reste un polar, mais c'est un polar basé avant tout sur des chants contre chants de gens qui parlent. Et c'est pas pour moi c'est pas une insulte de dire ça. C'est juste un petit film. Et de mémoire je ne l'ai jamais revu, hein, mais de mémoire j'avais trouvé ça correct. Je me suis dit oh c'est pas mal. Sauf que bon Casey Affleck en Patrick ça le fait moyen. Mais c'est parce que j'ai du mal avec Casey Affleck. C'est un très bon acteur mais. Pas Laurence Olivier non plus. Décidément, pas grand monde que Laurence Olivier. Ouais, à part Laurence Olivier. Lui-même. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, c'est. Oui, mais enfin voilà. En tout cas, sur The Town, moi, je trouve qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas de prise de risque. Tu as raison, mais il y a cette volonté d'artisanat, de dire c'est un film ambitieux, mais on va le faire du mieux qu'on peut, en faisant attention à ce que ce soit bien écrit, c'est le cas, que ce soit bien joué, c'est le cas, que ce soit correctement réalisé. Moi, je pense que c'est le cas aussi. C'est pas grandiose. Je mettrais un bémol vraiment sur Ben Affleck. Je le trouve pas meilleur en fait que dans Daredevil ou dans machin. Je le trouve. C'est-à-dire que le rôle est différent. Bah, il est plus contrôlé. Il sait où rester. Ouais. Moi, je pense qu'il s'est écrit 2-3 monologues là où il se dit tiens là hop je peux vendre ça, tu vois. Genre le truc notamment sur sa mère et tout quoi, où c'est je parle de moi mais en même temps je parle pas de moi puis en fait finalement je parle de moi quand même. En fait il y a une espèce de truc qui est pas, encore une fois c'est pas The Town qui leur a eu l'Oscar, hein, c'est pas la question. C'est qu'en fait par contre il peut en fait amadouer la critique avec un truc comme ça. Rebecca Hall en face elle est très bien. Moi ça a été, à l'époque c'était une découverte, hein. Je crois pas l'avoir vue en fait, je l'avais peut-être vue dans un ou deux autres films mais elle était assez jeune encore à l'époque. Moi je l'ai pas vu beaucoup pour être tout à fait honnête. C'est une dame que j'ai vue dans je sais pas 3-4 films, pas plus. Mais c'est vrai que dans The Town, pareil, c'était waouh, mais elle sort d'où, elle, quoi. Elle est super bien. Elle est super bien, elle est touchante et tout ça, etc. Voilà, après, pour moi, la problématique de Ben Affleck dans le rôle principal, c'est surtout de porter l'émotion du film. C'est-à-dire que, on en a un petit peu parlé, pour moi, en fait, tailler la psychologie du personnage, il fallait pas que ça devienne un plot point, en fait. C'est-à-dire que tout le truc sur sa mère, ça devient un vrai plot point. Et en fait, pour moi, ça, c'est une problématique dans le film. Alors, ça peut ne pas l'être, hein. On peut considérer que voilà, ça ne le serait pas si c'était porté émotionnellement, à mon sens, tu vois. Je me dirais, bon, ok, c'est la carte à jouer, donc c'est une intrigue secondaire. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de Ben Affleck. Ce n'est pas juste quelqu'un qui l'a abandonné quand il avait 5-6 ans. C'est connecté avec le milieu, c'est connecté avec le crime, c'est connecté avec la ville de Boston, c'est connecté avec tout ce quartier dans lequel ils ont grandi, le Charleston. Et en fait, je trouve que ça manque de lien émotionnel là-dedans. C'est-à-dire que, en gros, on spoil, hein, quand Ben Affleck revient pour vider son chargeur dans les couilles de Pete Postlethwaite à la fin, parce que c'est lui qui a comment dire, fait en sorte que sa mère devienne une junkie et que en gros elle se suicide sous le je sais plus quel pont en fait. Tu te dis mais c'est pas suffisant en fait pour moi, hein. Pour que ce soit diffus, il faut que je ressente pendant tout le film en fait qu'il est déchiré par par cet abandon en fait, si tu veux, et que d'un seul coup il se rende compte que tu vois en fait c'était pas ce qu'il croyait que c'était quoi, et que le fait qu'il arrive à en parler avec son père, tu vois que c'est la seule scène qu'ils ont, hein, alors qu'à mon avis je pouvais gérer beaucoup d'autres choses avec ce personnage là, tu vois. Je trouve ça hyper étrange en fait, c'est-à-dire qu'il y a un truc, mais encore une fois peut-être que ça m'aurait absolument pas dérangé si j'étais porté émotionnellement par le truc, par la découverte, par le twist entre guillemets du truc quoi. Parce que ça se veut un film de personnage, et c'est là aussi en fait pour moi où on a ces petites problématiques, je trouve, tu vois, qui sont voilà. Je peux apprécier la mécanique des scènes d'action. J'aime bien la première scène d'action, par exemple le premier braquage, c'est 3 braquages en vrai les scènes d'action. Hein. C'est la tension, ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, c'est efficace. Le look des des braqueurs avec les masques de mort, la fin, ça fonctionne bien. Alors moi j'ai juste un petit truc sur ce premier braquage qui me gêne un peu, c'est que tu découvres les personnages. Juste avant, t'as un plan et un seul sur eux dans un camion qui sont en train de se dire « Ok, on y va ». Et si tu prends, je vais prendre là c'est moi pour le coup qui vais prendre une référence très très haute, plus haute que Ben Affleck, qui est Madame Catherine Bigelow sur Point Break. Elle s'est débrouillée pour que les masques, ils aient chacun un masque différent pour que tu puisses les repérer.
Là, au début du film, c'est des gars qui parlent tous comme ça pour pas que tu les reconnaisses et qui ont tous la même gueule. Donc, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est qui a tapé sur Victor Garber qui est là pour faire une apparition? Et ça fait partie. Alors, ça, c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est un bon point. Moi, ça fait partie des autres problèmes du film. Ce qui m'avait déjà posé un souci à l'époque et qui me pose encore plus un souci aujourd'hui en le revoyant, c'est le rôle de Jeremy Renner. En gros, le rôle de Jeremy Renner, qui est très bien, encore une fois, dans le film, hein, c'est pas, le problème, c'est pas ce qu'il joue, en fait. C'est pas comment il le joue, c'est ce qu'il joue. C'est-à-dire, c'est un espèce d'électron libre. C'est-à-dire, c'est un personnage, en fait, qui est violent. Ton Ben Affleck est ami avec, mais tu sens qu'il y a une tension qui s'instaure, en fait, si tu veux, parce qu'il est imprévisible. Ce qui est montré dans la scène d'ouverture, même si effectivement on ne reconnaît pas forcément que c'est lui au tout départ, quoi. Mais après, on va dire que c'est assez vite résolu On comprend assez vite, oui. Parce qu'il la prend en otage alors qu'en fait ils prennent pas des gens en otage, ce genre de choses. Bon, mais comment dire, la problématique de ce personnage-là, c'est que normalement, si tu le présentes comme un fusible qui est prêt à péter à tout moment, bah faut le faire péter. Sinon, c'est très décevant en fait finalement ce qu'il advient. Et en gros, le problème c'est que il reste dans les clous ce perso. Et en vrai, prendre des risques, puisque tu me posais la question de ce que ça voulait dire, c'est Joe Pesci dans Les Affranchis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un personnage qui pourrait être totalement ridicule. C'est un mec qui fait 1m20, j'exagère évidemment, qui est le plus dangereux de tous, tu vois, alors qu'en fait, tu te dis, mais normalement... n'importe quel autre personnage l'écrase en fait, et non, c'est l'inverse, tu vois. Et ça, c'est couillu en fait. Alors, évidemment, c'est devenu un trope, hein, c'est devenu un truc classique en fait d'utiliser Joe Pesci pour ça, dans Casino plus tard, etc., etc. Mais c'était risqué de te faire croire à ça. Je veux dire, Joe Pesci, la dernière fois que tu l'avais vu chez Scorsese, avant, c'était dans Raging Bull où il se prend une branlée par son frère, par Robert De Niro, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que pour moi, déjà, je cite cet exemple spécifique parce que je pense que c'est la version bostonienne de Joe Pesci, on va dire, si tu veux, c'est-à-dire le mec imprévisible, le fusible en fait qui va péter, quoi. Mais en plus, finalement, c'est quelqu'un qui reste aussi dans les clous. C'est-à-dire c'est un personnage qui reste dans les clous et qui ne va pas en fait faire ce que t'attends qu'il fasse de lui, tu vois. Ce qui aurait pu être payant si en fait, à mon sens, il y avait une touche émotionnelle encore là-dessus aussi, c'est-à-dire supplémentaire, c'est-à-dire s'il jouait vraiment, voilà. Et je pense en fait que c'est tout le problème en fait de ce film-là, de manière générale, c'est que à mon avis, à force de rétention, Ben Affleck n'ose pas aller trop loin dans l'émotion. À la limite, je trouve que le seul perso qui est vraiment touchant, parce que il est pété, c'est Christa. Ah ouais, et c'est-à-dire qu'en gros, et même, c'est une nana qui est très belle, hein, Blake Lively, hein, vraiment, je veux dire, moi pour l'avoir interviewée en vrai. Alors, objectivement, tu peux pas la trouver moche, mais quand tu la vois rentrer dans la pièce, tu te dis ah oui, je comprends en fait ce qu'elle dégage, quoi. Je comprends vraiment le truc. Quand tu vois, souvent quand tu rencontres des vedettes, tu peux être déçu. Là, c'était l'inverse, tu vois. Je me suis dit ah ouais, j'avais pas mesuré à quel point en fait, si tu veux, elle dégage quelque chose, quoi. Et mine de rien, pour une nana qui est aussi belle, jouer une espèce de white trash. Parce qu'il faut le dire aussi, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est un blaxploitation. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a que des blancs dans ce film, quoi. C'est l'inverse de la blaxploitation totale, quoi. Enfin voilà. Blague à part, tu vois, c'est-à-dire pour une nana qui joue une white trash. Charlestown étant un quartier à majorité évidemment, c'est pas vraiment étonnant évidemment, mais voilà, c'est pour la blague. C'est parce que je partais dans la logique qu'elle joue une white trash, qui est quand même un truc démographique spécifique, quoi. Et le fait qu'elle joue ça, alors qu'en fait c'est une nana qui est quand même très belle, qui pourrait s'en sortir, si tu veux, en vrai, avec plein d'autres moyens, si tu veux, et pas forcément être une cocaïnomane et une junkie, tu vois, lui faire jouer ce rôle-là, je trouve que ça donne un surplus de réalisme, si tu veux, parce que ça existe, ce genre de personnage. Et en fait, le truc, c'est qu'elle le fait, moi, je trouve plutôt bien, quoi. C'est-à-dire vraiment, elle a peu à jouer. Je sais pas si elle est plus présente dans la version longue. Elle a 2-3 scènes de plus, mais c'est pas grand-chose. Voilà, et en fait, si tu veux, pour moi, pour le coup, la trajectoire de son personnage est clairement taillée. C'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne, quoi. J'ai pas de manque vis-à-vis de ce qu'elle devient. J'ai pas de, et je comprends parfaitement en fait leur relation avec Ben Affleck. Je comprends parfaitement tout ce truc-là. C'est là où j'ai un peu plus de mal, on va dire, avec le personnage de Jeremy Renner, où je me dis, mais ok, le mec, quand il l'appelle pour venir défoncer des gueules,
il vient, donc tu dis, mais est-ce que c'est une question d'amitié ou est-ce qu'il aime juste défoncer des gueules? Puisque c'est comme ça qu'il est présenté. Non, en tout cas, c'est vrai que si le personnage est présenté, comme tu le dis, comme un électron libre et qu'effectivement, il y a un moment, il devrait péter, moi, j'ai pas eu totalement la sensation que c'était un électron libre. Je me suis plus dit, ok, c'est un film de personnages où le point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils sont cassés, tous d'une façon ou d'une autre. Ils sont inhérents à la violence en fait du quartier dans lequel ils vivent. En fait, ouais. Et voilà, c'est et puis à cette famille, que tu as utilisé le mot famille pour décrire le gang. Et en fait, tout cet ensemble, c'est une grosse famille dysfonctionnelle fondamentalement. Et le personnage de Jeremy Renner, lui, va exprimer sa. Après, les deux autres persos, ils ressortent pas tellement, je trouve, les deux autres braqueurs. Hein. Non, ils existent beaucoup moins en même temps. C'est un film qui fait 2 heures dans lequel il y a beaucoup de personnages principaux. C'est bien qu'il n'y en ait pas plus en fait. Là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que tout le monde on n'est pas dans Hit, on n'est pas dans une fresque, même si c'est fortement sous influence de Hit. Bon déjà, personne au monde n'est Michael Mann, hein, mais personne. Non, bien sûr. Steven Spielberg n'est pas Michael Mann. Il est Steven Spielberg, il le fait très bien, mais il n'est pas Michael Mann. Ouais. Donc, le fait que tous les personnages soient cassés, il les définit aussi du coup à travers un coup de pinceau qui va t'expliquer en quoi ils sont cassés. Donc, pour Ben Affleck, qui est pas le meilleur acteur du monde et qui sont donc dit je vais rester dans mon périmètre, c'est je trouve pas mon mot, d'intérioriser ses sentiments. Il les montre le moins possible. Pour Rebecca Hall, c'est la fragilité. Pour Krista, c'est la drogue et c'est la meuf qui est paumée à 200 000 et qui a juste envie d'être aimée, sauf que la personne qu'elle aime ne l'aime pas. Et pour Jeremy Renner, c'est sa soupape de sécurité, c'est la violence de temps en temps. Et c'est le mec, mais moi j'ai plutôt vu le destin d'un gars qui se dit en fait, je sais que je vais crever, je sais. Ouais, après, moi, il y a quand même des scènes, en fait, si tu veux. Je pense cette scène où il le croise, où il s'est tendu parce qu'il le croise, en fait, quand ils sont en train de déjeuner avec Rebecca Hall, justement, avec Claire, quoi. Il y a ce moment où ils se foutent sur la gueule, même si, encore une fois, je trouve que là, c'est une des pires scènes du film parce qu'elle est vraiment, vraiment mal, voilà. Il y a un autre élément, un autre truc, mais bon, c'est presque périphérique, mais ça m'a fait rire en revoyant le film, quoi. C'est que, il y a ce moment, en fait, et là, on est vraiment dans la fin, hein, quand ils ont fait le dernier braquage, en fait, où en gros la suggestion c'est, et là c'est Hit à 300%, quoi, tu pars ou tu pars pas avec moi, quoi, en fait, en gros quand il parle avec Claire, avec le personnage de Claire, et en fait il se parle au téléphone et lui il est en train de la surveiller et il lui demande si les flics sont là, alors qu'il sait parfaitement que les flics sont là parce que les flics sont tous à la fenêtre, littéralement tous à la fenêtre avec elle, et là tu fais mais c'est pas des flics les mecs, c'est des pieds nickelés, c'est pas possible en fait, planquez-vous quoi, tu vois. Et là, je sais bien que ce que je dis, c'est un vrai problème de mise en scène pour le coup. C'est un vrai truc, en fait, où tu te dis, normalement, un metteur en scène expérimenté, il aurait pas fait un plan aussi grossier, si tu veux, pour te montrer le truc, quoi, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bon, je sais même pas si ça m'avait frappé à ce point-là à l'époque, où j'ai vu le film, quoi. Mais depuis, il a eu l'Oscar, depuis, enfin, tu vois, il y a tout le tralala et tout ça, etc. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, enfin, Moi, c'est un metteur en scène que j'aime bien, mais le fait qu'il ait eu l'Oscar pour Argo, je me suis quand même dit, vous êtes sûr? Parce que pour moi, c'est pas un très grand formaliste. Mais, comme je te dis, pour moi, c'est pour moi, c'est pas une question de formaliste, d'être réalisateur. C'est pas quelqu'un qui sait choisir le bon plan au bon moment. Oui. Ce qu'il sait faire, c'est raconter. Pour moi, je vais te donner 3 exemples qui sont. On avait déjà parlé dans un stéroïde vidéo de ce que un setup et un payoff. Donc on vous renvoie à celui sur Au revoir à jamais si vous l'avez pas vu. Shane Black. De Shane Black qui est un des rois du setup and payoff. Et ce qu'on appelle le setup and payoff, c'est donc bel et bien de mettre quelque chose en place, si possible de le cacher pour pas que ce soit trop visible et de le ressortir. Pour l'exemple de Au revoir à jamais, on avait pris le fait que la mère donne une boîte d'allumettes à sa fille pour dire tu allumeras une bougie pour moi pour me montrer le chemin de la maison, donc un échange mignon entre une mère et sa fille, qui est en fait un setup and payoff, puisque 1 heure plus tard, elle va avoir besoin d'une allumette. C'est tout bête, mais c'est super bien pensé. Et il y en a 3 comme ça dans le film qui sont très bien faits, je trouve, et qui pour moi donnent la valeur que j'aime dans ce genre de film-là. Le premier, c'est la scène de sexe, pas entre Krista et Ben Affleck et Doug Macrae, mais celle entre Rebecca Hall et Ben Affleck, où ils sont dans le salon.
Et ils commencent à s'embrasser l'un l'autre et lui dit est-ce que ça te dérange si on va dans la chambre, je veux pas te pousser, hein. C'est juste qu'il y a mon oncle, le chauffeur de bus, qui voit tout. Et tu penses à ce moment-là que c'est un trait d'humour, que c'est le mec qui pousse un peu pour arriver à ses fins, et tu t'aperçois à la fin du film que effectivement la maison dans laquelle il est en face et par laquelle il regarde par la fenêtre, c'est la maison de son oncle dont il prend le costume pour s'échapper. C'est un setup and payoff qui est hyper bien pensé parce qu'il est caché sous l'humour. Un autre comme ça, c'est quand il se fait interroger par le flic. Quand Ben Affleck se fait arrêter et se fait interroger par le flic, il lui dit il y a un moment où tu verras bien que je t'enverrai bien te faire foutre, donc go fuck yourself. Et en fait, à la fin du film, quand le flic ressort de la planque ratée avec ce plan effectivement grossier de la fenêtre, il trouve sur sa voiture un petit mot sur lequel il y a écrit Go fuck yourself. Et là, c'est pas du setup and payoff, c'est du setup and payoff classique, il est pas très bien caché. Par contre, il rajoute une petite réaction qui fait que l'avocat de la nana passe à ce moment-là et tu lui tends le papier et il fait c'est pour toi. Et ça, pour moi, ça rajoute énormément de valeur à définit le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, le truc surtout, c'est que pour moi, il y a un problème, j'ai un problème avec ce personnage-là, c'est qu'il y a cette phrase en fait qui est utilisée dans la balance parce que encore une fois, la bande-annonce est très bien faite. C'est-à-dire que moi, d'un seul coup, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, je veux voir ce film, quoi. Tu vois, c'est un polar avec des braquages et tout ça, etc. Même s'il y a Ben Affleck, tu te dis, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, tu vois. Enfin, encore une fois, à l'époque, on avait en tête, effectivement, l'acteur de Daredevil et de comment ça s'appelle, la somme de toutes les peurs. On l'a pas cité encore. Paycheck, j'ai une affection pour le film que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je sais, mais quand tu te fous de ta gueule avec la somme de toutes les peurs, je me fous de ta gueule avec Paycheck, c'est pas bien. Tu peux si tu veux. C'est de bonne guerre. Mais en plus, j'ai pas revu Paycheck. Ça se trouve, je vais le revoir, je vais faire tu vois, voilà. Mais pour le coup, il y a des vraies scènes de formalisme dedans. Mais le truc, en fait, c'est que il y avait cette phrase, en fait, ils font partie de l'équipe qui ne se plante jamais. Et en fait, cette idée de ne jamais se planter, elle peut fonctionner dans notre cadre à nous aussi, nous les flics. Et t'as envie de dire, mais alors pas du tout. Parce qu'en fait, vous vous plantez comme des gros nazes. Don't fuck around and it can go both ways. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu te dis, bah, en fait, à part aboyer et aller menacer les gens, ce perso, il est rien, en fait. Si tu veux, et du coup, je trouve que ça tire le film vers le bas. C'est-à-dire qu'en gros, parce que c'est... Quand tu dis il est rien, moi je suis pas d'accord. Hein. T'as cette scène où ils apprennent qu'il y a le casse, et son premier réflexe, et moi je trouve que c'est un truc tout bête, mais quand on dit beaucoup sur le personnage, il se tourne vers son collègue, il fait ferme le pont. Ferme le pont qui amène à Charlestown. C'est une définition de personnage. Quand il fait quand il fait la scène avec Krista, qui est cette scène de séduction qui amène au fric, qui finit par amener à l'oxycodone et donc au fait qu'il sait qui il est, je trouve que pareil, c'est une scène de définition de personnage. On a bien défini que ce n'était pas Hit, le film, mais toutefois dans la Hitsploitation, ce personnage c'est censé être Al Pacino. Et il est écrit comme un mec super dangereux pour l'équipe de Doug Macrae, quoi. À la fin, moi je trouve qu'il l'est pas du tout. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, et du coup, comme ce personnage m'intéresse moins, parce que je pense que de toute manière, il intéresse beaucoup moins Ben Affleck que son propre personnage à lui, tu vois. En gros, je trouve que tous ces moments-là font traîner l'intrigue. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, en fait, si tu veux, moi j'aurais aimé que le film soit beaucoup plus en fait un truc sur la chronique en fait de Boston, quoi. C'est-à-dire du quotidien de Boston entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'aurais aimé plus voir le fleuriste, tu vois. C'est-à-dire Pete Pestle-White. J'aurais aimé plus voir ces trucs-là, et quitte à se concentrer sur le crime en fait, si tu veux, sur les comment dire, Boston c'est le crime, tu vois. C'est les criminels, c'est eux, tu vois. En fait, c'est les personnages de Ben Affleck, c'est des braqueurs. Ils le disent, c'est la phrase d'ouverture. C'est il y a je sais pas combien la capitale du monde du braquage. Criminal Squad n'est pas d'accord, parce que la capitale du monde du braquage, c'est Los Angeles, je m'y perds. Ah bon, mais bon, peu importe, tu vois, le truc c'est que mais Criminal Squad c'est un film de teubé. Tu vois, je l'ai cité exprès dans la Hitsploitation. Personne n'est à la hauteur de. Ça, on l'a déjà dit en fait. Personne n'est à la hauteur de Michael Mann. Mais The Town, c'est mieux que Criminal Squad. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que si au royaume des aveugles. Mais le truc, si tu veux, c'est que en gros, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on n'est pas aveugle parce qu'on n'est pas Michael Mann, gars. Non, mais d'accord, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quitte à utiliser ce truc-là, autant aller, à mon sens, dans cette direction-là, c'est-à-dire dans vraiment, en fait, ce que d'ailleurs Ben Affleck est censé connaître, tu vois, c'est-à-dire en tout cas ce milieu, enfin pas le milieu en soi, mais en tout cas la ville et les fonctionnements de la ville. Et il y a forcément, s'il fait des films sur ça, il a forcément été un tout petit peu confronté à un minimum, quoi. En tout cas, lui, il s'en vante. Et le truc, c'est que du coup, je pense que ça aurait gagné en fait à être ça. Et quelque chose pour le coup d'assez inédit, parce que finalement la ville de Boston, en fait, on la voit pas tant que ça
dans le cinéma américain. En tout cas, beaucoup moins que New York, beaucoup moins que Los Angeles, beaucoup moins que Chicago. Pour moi, on reste sur un film de 2 heures qui est ramassé et où tu vas avoir moins de développement épique, mythologique, extraordinaire de hit. Tu vas pas avoir un développement de la ville. Il va le synthétiser sur une scène avec une patinoire en te disant voilà ce que c'est que la pauvreté. On n'arrive même plus à avoir de la glace sur du patinage et il va s'en servir malgré tout à la fin pour définir un petit peu le personnage de Rebecca. Alors moi j'ai pas très bien compris si c'est qu'est-ce que ça signifiait en fait ce truc, mais apparemment il y avait une version de 4 heures en fait, c'est sa première cut. Et en fait, est-ce que c'est un bout à bout, est-ce que c'est un vrai cut? Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un ours. Hein. Donc, on rappelle au cas où l'ours, c'est donc le bout à bout. C'est là où on met toutes les séquences dans leur continuité, mais où il y a encore les respirations. On les a pas coupées en choisissant la meilleure prise. On met juste, ok, ça devrait être ça. Voilà. Donc en fait, apparemment, donc il a fallu ramasser le film quand même aussi, quoi. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être raconté par les studios. Et le truc, c'est qu'il y a malgré tout, donc on l'a dit tout à l'heure, une version longue. Moi, je l'ai pas vue. Moi, je l'ai vu et ça porte bien son nom. C'est une version longue. D'accord. C'est pas un director's cut. C'est pas un director's cut. Le director's cut pour lui, c'est celui sorti en salle. Moi, je trouve honnêtement que la version longue s'embourbe. Là où j'aime beaucoup le cut salle qui avec ses 2h04, il y a une scène qui sert, suivie d'une scène qui sert, suivie d'une scène qui sert. Dans la version longue, c'est plus pour les grands fans du film, visiblement plus grands que moi en tout cas, qui vont se dire on va avoir un petit peu plus de tout. Donc t'as un peu plus de Krista, t'as un peu plus du personnage de John Hamm, t'as une scène qui est tournée à un endroit différent, qu'ils ont entièrement retourné dans les pick-up. Alors là pour le coup, pour une raison toute bête, c'est qu'il l'avait tourné dehors pour avoir un joli cadre, et en fait il s'est dit le mec il est poursuivi par la police de partout et genre il va s'asseoir dans un parc à Boston, c'est peut-être pas très malin, donc je le refais entièrement ailleurs. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Moi, ça fait partie du contrat que je signe avec un film, que c'est pas la réalité. La licence poétique, ouais. Voilà. Donc lui, il s'est dit, moi, je préfère la retourner, donc ils l'ont retournée. Mais en tout cas, sur la version longue, voilà, il y a plus de petites choses et il y a même des choses où moi je préférais qu'ils ne soient pas là. Notamment, je t'en avais parlé un petit peu en antenne, le côté John Hamm, donc le personnage de l'agent du FBI, invite Rebecca Hall à dîner et commence à la dragouiller comme pour créer un début de triangle amoureux. Mais alors, pour le coup, je trouve que ça n'a pas sa place du tout dans le film que tu es en train de faire. Et je comprends pourquoi tu le fais, parce que tu as fait un film de personnage et tu as fait un film de relation. Mais moi, je trouve que le couper, c'était le bon choix, en fait. C'était le bon choix dans la mesure où ça alourdit la narration plus que ça ne la complète. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si vous devez voir une version du film, en priorité, c'est la version sale, si vous l'avez jamais vue, et vous êtes fait déjà spoiler tout le film. Non, mais les gens savent qu'il faut avoir vu le film. S'ils veulent, la version longue, c'est plus à réserver aux grands clients du film. Vraiment. Et puis moi, je sais pas... Y en a-t-il ? Parce que toi, t'aimes quand même beaucoup le film, mais apparemment, ça te suffit. Dans sa version courte, peut-être aussi que j'ai aussi une fascination en tant que quelqu'un qui écrit, j'ai une fascination pour le rythme. J'ai toujours peur, dans tout ce que j'ai écrit, dans tout ce que j'ai pu faire, que les gens s'ennuient. Et c'est peut-être une qualité, ou peut-être un défaut, ou peut-être même les deux. Mais je veux toujours que les gens soient intéressés par ce que je raconte. Conclusion, moi, dès qu'il y a une scène en trop, je me dis ça, enlève. Je suis impitoyable avec ça, moi. La mère de Ben Affleck doit aimer la version longue, je pense. Mais, ouais. Mais tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Cette scène de Go For Yourself, on en a parlé. J'aime aussi beaucoup ce tout petit moment qui, pour moi aussi, reflète non pas la ville, mais l'humanité des personnages, où à la fin du deuxième casse, quand ils ont franchi le pont juste avant qu'il ne soit fermé, ils s'arrêtent pour changer de bagnole et ils commencent tous à sortir les trucs et là, ils tournent la tête et puis il y a un flic dans sa voiture. Et c'est une scène que je trouve humoristique. Mais en fait, c'est incongrue. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie des petites notes d'humour, des petites touches d'humour qui sont bienvenues. C'est-à-dire que, en gros, encore une fois, c'est le moment où tu te dis, ok, c'est un film de braquage, c'est inspiré de Hit, mais là, non. Là, c'est en plus. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est comme quand tu regardes Dark Knight, tu vois, par exemple, et que toute évidence, la scène d'ouverture, c'est inspiré de Hit, sauf que t'as tout le truc où tous les jokers commencent à se tirer les uns sur les autres et on sait plus lequel est lequel, tu vois. Et là, tu te dis, ok, ça, c'est pas dans Hit. Tu vois, c'est ces moments-là, en fait, si tu veux, quand ils sortent de la référence. Et tu parlais tout à l'heure de. Ça devient leur propre film. Et, alors, moi, je trouve que c'est très léger quand même dans The Town. Mais voilà, c'est bienvenu parce que tu te dis, voilà, là, c'est différent. C'est pas
Là, d'un seul coup, tu sors de Michael Mann, le grand, le grand réalisateur, si tu veux, que tu essayes d'atteindre, en fait. Mais c'est pour ça que sur une des histoires que j'ai écrites, toujours les gens me demandent, mais c'est un truc à la quoi, parce que c'est une question normale pour comprendre à la quoi c'est. Et à chaque fois tu réponds, mais en même temps, si je vous dis à la quoi c'est, si je vous dis je suis en train de faire un truc à la hit, je peux pas vous dire ça parce que je vais pas y arriver. Mais d'accord, mais bon là ils peuvent littéralement pas le cacher, hein, c'est sûr. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de la scène de Ben Affleck dans le jardin qui explique sa mère. Qui explique ce qui était son ressenti de sa mère avant d'apprendre la vérité, qu'elle l'a quitté quand elle avait 6 ans. Et moi, c'est le moment où je le trouve touchant sur une phrase, où justement, toute l'intériorité du personnage, la phrase a été écrite pour que ça sent bien. C'est quand il dit quelque chose d'aussi simple que elle avait plus envie d'être ma mère, et puis voilà, quoi. Et il passe à autre chose. Et moi, là, à ce moment-là, je sens la blessure. Et ce que je trouve intéressant, en plus, c'est que il dit, puis elle est partie dans une petite ville de Floride, et la petite ville s'appelle Tangerine. Et hop, c'est un autre setup qui aboutit au payoff de la fin du film, où quand elle ouvre, parce que du coup, Ben Affleck cache un sac d'argent en lui disant, tu en fais ce que tu veux. Mais en fait, le sac d'argent, il s'en fout, c'est pas pour ça qu'il fait ça. C'est pour la mandarine qu'il laisse dans le sac, tangerine en anglais, et en gros il lui dit voilà où je suis, si tu veux me rejoindre tu sais où je suis. C'est aussi un setup and payoff qui est parfaitement pensé, où t'es dans une scène qui est dramatique, on te glisse quand même un petit quelque chose qui va servir 1 heure après. Je trouve qu'en termes d'écriture c'est brillant. Bon. Un des autres avantages du film, faut le dire aussi quand même mine de rien, c'est que c'est beaucoup tourné en décor naturel. C'est-à-dire que vraiment c'est tourné dans la ville. Pour la coup tu la vois quand même un peu sous toutes les coutures. Il s'empêche pas, par exemple, d'aller tourner à Fenway Park, en fait, qui est le parc de, comment t'appelles ça, le stade de baseball mythique des Red Sox à Boston. Voilà, exactement. Moi, le baseball, j'y connais rien. Même là, tu vois, quand il montre le plan, t'as pas le nom de Fenway. Non, il y est pas. J'ai vérifié. Arrête sur l'image. Parce que en fait, il y a écrit Yokway Way, je crois, ou Yoki Way, je me souviens plus exactement. Et en fait, c'est la rue qui a changé de nom depuis, mais c'était la rue sur laquelle Fenway Park est. Ce qui fait que pour un fan de Boston, il avait l'information de ce qu'ils allaient cambrioler quelques secondes avant les autres, mais c'est un motif de satisfaction pour un Bostonien forcément. Oui, et puis le truc c'est que encore une fois, en fait, c'est pas une ville qui est extrêmement montrée, enfin un peu plus ces dernières années, mais le truc c'est que c'est pas une ville, enfin je veux dire, tu veux pas regarder Boston Légal, si tu veux, à la télé pour avoir forcément un truc en fait un panorama de la ville en soi, quoi. On va dire presque, tu vois. Sociologique et anthropologique. Bon, les mots sont un peu forts pour The Town, mais c'est un peu la logique. Et en gros, c'est au moins un des trucs en fait que le film il a vraiment pour lui et qui le différencie un tout petit peu aussi de Heat, puisque Heat c'est Los Angeles à fond la caisse, quoi, c'est-à-dire sur toutes ses coutures et tout ça, etc. Là, voilà, c'est. J'ai d'ailleurs été assez surpris parce que justement toute la séquence à Fenway Park a été tournée à Fenway Park, mais mis à part la scène du coffre, bien entendu, parce que un endroit qui brasse autant d'argent va pas vous montrer comment est sa sécurité, faut pas. C'était un des problèmes, d'après ce que j'ai compris, c'était un des problèmes justement des dirigeants de Fenway Park qui voulaient pas en fait que ça soit dévoilé. Et en gros, Affleck leur a dit non, mais on va fictionnaliser cette partie-là, on va pas le montrer, voilà. Mais c'est pour ça qu'à un moment, il fait un plan Steadicam où tu vois les gens qui descendent dans l'escalier, qui passent à un endroit et où tu vois la pelouse derrière. Il y tenait parce qu'il disait mais moi, en tant que Bostonien, en tant que fan des Red Sox, j'étais tellement fier de pouvoir tourner à cet endroit-là, quoi. En tout cas, voilà, c'est une des qualités du film. Et voilà, ma foi. Bon, qu'est-ce qu'on pourra rajouter maintenant sur The Town ? C'est quand même le tremplin pour le renouveau de la carrière de Ben Affleck. Oui. Alors, je te sens pesté intérieurement déjà avant même que je commence à annoncer, mais apparemment, en fait, c'est le film qui nous a permis d'avoir Batfleck. Parfait. Voilà, donc en fait, c'est aussi une des raisons pour ne pas le remercier. C'est aussi une des raisons pour aimer ce film. Big Affleck, Bad Big Affleck, quoi. Et tu arrêtes. Ah, mais en plus dans The Flash, en fait, on le revoit comme ça, tu te dis putain, mais c'est encore Bigard, quoi, merde, tu vois. Et Alain, calme-toi. Pardon. Je vous ai dit, c'est mon premier public. Et en fait, donc voilà, parce que Zack Snyder effectivement s'est dit mais en fait, c'était la première fois que Affleck apparaissait aussi costaud. Hein. Je crois qu'on l'avait pas vu comme ça. Pourtant, il n'est pas aussi mastoc que dans. C'est une caisse pas possible. Ouais, là, c'est déjà une caisse quand même. Hein.
Oui, il est un petit peu. Sauf que Ben Affleck, souvenons-nous qu'il est pas petit, hein, il fait 1m93, je crois. Ah ouais. C'est un très très grand bonhomme. Hein, donc, c'est pas flagrant, ça, quand tu regardes. Si, ça se voit, je trouve. Il dépasse tout le monde d'une tête, hein, fais attention. J'ai jamais trop fait attention. Mais je fais pas tant attention à Ben Affleck que ça, en vrai. Quand il y a sa dispute dans cette scène pas très bien filmée où ils s'engueulent tous les deux, là. Oui, mais Jeremy Renner, on le sait qu'il est tout petit. Bah, il fait 1m74, c'est pas tout petit. C'est pas très grand. Bah oui, c'est sûr que par rapport à 1m93, c'est 20 cm d'écart, quoi. Hein? Non, mais ça va, là, on parle pas de toi, là, on parle de Jeremy Renner avec Ben Affleck. Puis toi, on te voit pas de façon. Mais voilà, dis pas que tu fais 1m74, dis aux gens que tu fais 1m95. Voilà, on te voit pas à l'écran. Il est beau, il est fort, il est intelligent et il fait 1m95. Tout ça. Alain Mercier. Voilà. Donc on en est tout, tu nous as coupé là. Donc voilà, donc il est grand. Il est grand et c'est Batman. Et c'était Batman. Ça n'a pas été Batman longtemps parce qu'il n'a jamais eu son propre film, ce qui est quand même le seul. Ça a quand même été Batman de 2016 à 2023. Hein. Oui, enfin plus ou moins, parce qu'il y a eu un autre Batman dans l'intervalle et qu'il n'a véritablement jamais eu son propre film. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, Zack Snyder l'a repéré là-dessus, comme les amateurs de capture le savent. Capture tout entier, vomi sur Zack Snyder absolument tout le temps, sauf moi. Voilà. Mais bon, je suis un peu l'invité à qui on rappelle sans arrêt qu'il a des le rouage qui grippe. Voilà. Non, mais voilà, c'était pas. Il se trouve qu'on en parle parce que c'est effectivement le film qui nous a à la fois amené à la renaissance de Ben Affleck, à l'Oscar de Ben Affleck. J'ai l'impression que la réalisation s'est un peu retombée en désuétude, mais en tout cas, il continue à faire des films. Live by Night a été un échec colossal en salle. Oui, mais c'est un film qui a été lâché par le studio aussi. Hein. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils en aient fait énormément la promotion. Normalement, ce pas genre énormément. De film... Et moi, j'étais assez surpris par la durée du film. Parce qu'autant The Town fait 2h04, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ramassé par rapport aux 2h30, autant sur Live by Night, alors le défaut que j'ai, c'est que j'ai lu le livre. Donc du coup, forcément, quand t'arrives pas vierge quand tu vas voir un film comme ça, que t'as lu le bouquin, tu t'attends à des trucs. Et pour moi, la fresque qu'est le bouquin, tu peux pas la retransmettre en 2 heures. Sans compter le fait que le personnage principal de Live by Night, il a 19 ans. Et que c'est Ben Affleck qui l'interprète. Faut le dire parce que je crois que personne ne sait ce que c'est quasiment Live by Night. À mon avis, c'est un film qui est complètement oublié aujourd'hui. Film sur la prohibition, complètement oublié. Et puis R, c'est. Alors pour le coup, c'est quand je t'ai dit que c'est une esthétique de téléfilm, il y a la lumière, mais il y a aussi le fait que globalement, il a. Pour moi, tu pointes dès The Town ces manquements de réalisateur. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il en est à son 5e et que les manquements que tu vois. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment été taclés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où il s'est dit, bon, là, on va faire un film de réunion. Hein, en gros, c'est globalement que des gens qui parlent de il faut qu'on toppe Michael Jordan, il faut qu'on toppe cet étudiant qui va être quelque chose d'incroyable. Et chant contre chant, plan général, chant contre chant. Fais autre chose, fais une séquence où il marche, tu as fait un walk and talk, même si tu fais que ça, mais au moins dynamise un petit peu ton truc, quoi. Donc le film est pas nul, hein, loin de là, il est juste moche. On parlait de la géographie en parlant d'Arnold la dernière fois. Au niveau géographie, alors certes c'est le meilleur basketteur du monde, mais alors ils ont pas oublié, hein. Mais apparemment il est même pas dedans. Non, mais c'est un choix, et c'est un choix plutôt pas bête en fait de dire le sujet c'est lui, mais c'est pas ce dont on parle. Hein. C'est ce dont ce dont tout le monde parle, mais c'est pas le sujet. Je sais pas, mettez-le dans le sens où vous voulez. En tout cas, The Town, donc film influent, mine de rien, malgré tout. Sa manière, puisqu'il a donné Batfleck et le reste de la carrière oscarisée de Ben Affleck. Un film, moi finalement, je pense mon souci avec le film, c'est que disons que la surprise à l'époque de se dire que Ben Affleck était capable de faire autre chose que le Zazou kéké absolu, le sous Tom Cruise de Cocktail, si tu veux, dans tous ces films qu'il a fait, et qu'il est capable de faire un polar qui tienne à peu près la route, qui fonctionne, etc., à part sortie de cette surprise, en fait, ça confirme que c'est pas mal, ça se regarde, pas forcément à mon sens une deuxième fois, parce que d'un seul coup les défauts ressortent beaucoup plus, je trouve. Là, mais ce n'est pas ton cas, tu l'as vu plusieurs fois. Je l'ai vu 400 fois et je prends. Donc quelque part, d'une certaine manière, on le recommande en fait. Oui. Quoi qu'il arrive, voilà. Donc merci Monsieur Charpentier pour cette recommandation. Merci Monsieur Alain Mercier à la technique, mon premier public, l'homme qui rit à mes vannes. Moi je te remercie pas, tu restes les vannes sur Zack Snyder, salopio. Quoi? C'est Zack Snyder. T'es lui taper dessus, il est chouette ce mec. Et Zack Snyder, arrête. N'en rajoute pas, on a envie d'en rajouter une du coup là. Et je vais pas le faire, tiens, voilà. Quel grand prince. Pour ne pas gâcher mon amitié avec toi. Et surtout pour pas avoir les Snyder fans, dans les commentaires, en plus, tu vois, qui vont s'y mettre.
Les Snyder Tipper. Il y a des Snyder Tipper, je crois pas. Hein. Je sais pas. Peut-être un peu quand même. Le Tipper en bon goût. Merde. Mais ils sont tolérants avec nous. Non, voilà, non, mais arrêtons de parler de Zack Snyder. Donc nos Snyder Tipper, non, nos Tipper tout court, en fait, voilà, on les remercie. Merci de nous suivre. Et puis, mon cher Julien, on se retrouve une prochaine fois avec un autre film. Ça marche. Voilà. Au revoir à bientôt. tous.